Bonjour à tous, je m'appelle Prince Luju, je suis cofondateur du cabinet de conseil qui s'appelle Maestria Blockchain et je suis présent parce que aujourd'hui on va évoquer des questions sur la tokenomics et étant donné qu'on a moi ainsi que d'autres personnes, j'étais pas seul, contribué en fait à l'élaboration de la partie tokenomics, eh bien nous sommes aujourd'hui présents pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci Prince. Moi, je me représente. Je suis Nargis Zeknini. Je suis chef de projet, l'une des chefs de projet sur le projet Versity. Pour vous expliquer, je vais d'abord commencer par représenter le projet encore une fois pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et ensuite, on a plein de sujets autour de la tokenomie auquel Prince répondra. Donc, Versity est une initiative des agences de papa et qui vient pour répondre à toutes les problématiques qui ne laissent pas le marché de l'immobilier évoluer et aller de l'avant. Donc, le Metaverse Versity est un outil intégré qui va permettre à la personne de s'immerger dans un bien et dans son environnement et de prévoir même son agencement, l'aménagement de l'appartement ou de la maison, la modélisation. Et il y aura aussi possibilité d'aller déposer des dossiers auprès des banquiers pour un prêt, contacter des architectes, tout le suivi qui va avec un projet immobilier. Au-delà de ça, et c'est pour ça que le Versity, on peut le considérer, en tout cas nous on le considère comme étant le futur de la métaverse. En plus de tous ces services immobiliers, on offre aussi plein d'autres services. Je vais vous donner des exemples pour être plus clair. Un professionnel pourra organiser, par exemple, des événements sur le métaverse. Le participant pourra venir participer à l'événement. Ça peut être des festivals ou des jeux sportifs, ou tout ce qui peut se passer dans la vie réelle peut se passer aussi sur Versity. Versity peut être défini aussi à travers 3 angles, et c'est la métaverse, l'NFT et le token. Donc la métaverse, c'est tout ce que je viens d'expliquer, c'est l'environnement dans lequel tous les professionnels et aussi les individuels pourront interagir avec des avatars. L'NFT, c'est aussi la parcelle. Et la parcelle, une parcelle, c'est un code postal. Donc, quand la personne achète une parcelle, elle achète un code postal dans son intégralité. Le City, c'est le City token, c'est la monnaie avec laquelle les intervenants ou les professionnels sur la métaverse pourront acheter, vendre, louer ou interagir sur la métaverse. Pour le moment, et pour vous donner une idée un peu plus claire sur où on en est dans le projet, on a déjà fait des ventes privées. Et on a déjà fait aussi un premier round d'ICO qui ont été sold out très rapidement. Et donc, ça a été un succès pour nous. Là, pour l'instant, on travaille sur la préparation pour le deuxième round, mais également sur la marketplace Versity. Pour répondre aux questions qui reviennent sur la roadmap et le changement des dates, tous ces changements de date, il faut savoir que c'est dans l'intérêt du projet, l'intérêt des investisseurs et dans l'intérêt de toute la communauté. Donc, on suit le marché, on a des advisors, on est bien entouré, on est bien conseillé, et on essaie de faire évoluer notre roadmap pour répondre aux besoins du projet.
Voilà. Maintenant, pour aller un peu plus dans le concret et dans le technique, je vais laisser Prince vous présenter les pricing des NFT, ce que va coûter un NFT Premium ou un NFT Explorer, la différence entre les NFT, aussi la répartition du total supply, pourquoi ça a été décidé comme ça, enfin toutes les technicités du projet. Prince, tu peux prendre la main. Présentation de ce beau projet. Effectivement, je vais commencer par expliquer deux choses. Donc en fait, tu as évoqué tout à l'heure ce qu'on appelle la monnaie City. Donc la monnaie City, ce sera la monnaie qui va être utilisée dans le métaverse. Et tu as aussi évoqué ce qu'on appelle donc les parcelles qui aujourd'hui sont considérées comme des NFT. Alors comment ça s'est passé au niveau des... On va d'abord commencer par parler donc du coup des parcelles, de la constitution des parcelles, de la total supply des parcelles, et ensuite on va rebondir sur la crypto-monnaie. Alors pour les parcelles, comment ça s'est constitué? Il faut savoir qu'en France, on répertorie, en tout cas sur base du code de l'INSEE, un peu plus ou moins, je vais pas donner avec précision, toutes les précisions sont dans le white paper, plus ou moins 34 900 codes postaux bien répertoriés. De ces 34 900 codes postaux, ce qu'on a voulu faire, c'était de différencier deux catégories. Donc on a la première catégorie qu'on appelle la catégorie des parcelles, en tout cas des NFT premium. Et pourquoi on les appelle premium? C'est parce que dans l'ensemble de tous ces codes postaux, on a établi une méthode de calcul qui a permis de donner une distribution qui correspond, si vous voulez, à un niveau de rareté qui va, on va dire, d'un coefficient 1 à un coefficient 100, sans aller beaucoup plus loin. De ces coefficients, qu'est-ce qu'on a retiré de là? Que la partie qui correspondait à un coefficient qui était beaucoup plus élevé, donc c'est ce qu'on a calé entre 60 et 100, c'est ce qu'on a considéré comme des NFT premium. Et ces NFT premium, en fait, représentent, en fait, par rapport à la total supply, donc par rapport aux 34 900 codes postaux dans sa totalité, ne représentaient que 6,57%. Pourquoi? Parce que par rapport aux critères qu'on avait bien déterminés et bien détaillés dans le white paper, le pourcentage était faible et c'est ça qui constituait en fait la rareté au niveau de ces NFT qui sont aujourd'hui considérés comme premium. En ce qui concerne le reste, plus de 93% des codes postaux sont considérés comme des codes postaux, on va dire, Explorer. Pourquoi? Parce que dans cette distribution calculée, eh bien, elle rentrait dans une catégorie comprise entre 0 à 50 en termes de niveau de rareté. Et du coup, on a considéré ça comme des NFT Explorer. Alors, on a fait la distinction entre les deux. Et quel est aujourd'hui au niveau de le niveau du prix? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui sont intéressées à savoir si j'achète un NFT premium, combien ça va me coûter, et si j'achète un NFT Explorer, combien ça va me coûter, et surtout, quel intérêt j'aurai à acheter un premium ou un Explorer. Alors, de cette question, on s'est dit bon, sachant qu'on a une quantité qui est très limitée en ce qui concerne on va dire les premiums, il y aura donc dans un système de prix de référence qui intègre différents paramètres qui sont déterminés dans le white paper sans vraiment rentrer dans le détail, il y aura une mise aux enchères dès le départ pour pouvoir se procurer des NFT premium. C'est aussi la même chose pour le cas des NFT Explorer, mais à la différence où ces NFT Explorer, donc le reste qui représente 93% des codes postaux, seront vendus mais d'une façon, on va dire, aléatoire. C'est-à-dire que celui qui va vouloir acheter le NFT Explorer ne saura pas exactement quel est, on va dire, le niveau de rareté que le NFT lui a été attribué. Et pour qu'il le découvre, il doit l'acheter et en fait, il aura un effet de surprise. Et ça, c'est les 93% des NFT Explorer. Ce mécanisme a été réalisé. Enfin, on a voulu
mettre en place ce processus pour pas qu'il y ait de préférence par rapport ou de compétition par rapport aux acheteurs. Effectivement, si vous venez dans un marché et que vous savez exactement que le niveau de rareté d'un NFT est plus élevé qu'un autre, eh bien tout le monde va se jeter vers celui qui a un niveau de rareté le plus élevé. Pour permettre un niveau d'équité, en fait, on a instauré une forme de tirage aléatoire qui permet en fait à l'utilisateur d'acheter un NFT sans forcément savoir ce qu'il en est. Ça, c'est la différence entre les NFT Premium et les NFT Explorer. Alors, en ce qui concerne la total supply, dans chaque projet blockchain, effectivement, il y a des analyses qui sont effectuées pour savoir quelle serait la quantité globale de jetons à créer. Et cette analyse prend en compte énormément de paramètres. Je vais en citer quelques-uns. Ça prend en compte le niveau de l'inflation. Ça prend en compte le niveau de distribution des jetons que l'on va vendre durant des périodes qui sont bien déterminées. Ça prend en compte des conditions de vesting et de lock-up que l'on va évoquer par la suite. Et donc, de tous ces éléments, et j'en ai certainement pas évoqué tous, on arrive à déterminer la quantité globale, totale, du nombre de tokens que l'on va pouvoir créer et qu'on va pouvoir émettre par la suite. Alors, aujourd'hui, le projet Versity a validé la création, en tout cas la total supply, ce qu'on appelle la total supply des jetons. On a validé un nombre de 10 milliards de jetons. 10 milliards, ça peut paraître énorme. Par contre, on a validé 10 milliards, mais encore par la suite, il y a un mécanisme de ce qu'on appelle un mécanisme de burn qui permet, vous avez créé une large quantité de tokens dès le départ. En revanche, vous avez mis en place un mécanisme de burn. Le mécanisme de burn consiste à quoi? C'est un mécanisme qui permet de réduire au fur et à mesure la quantité de tokens qui a été initialement créée. Et comment on les réduit? En mettant en place des mécanismes où on brûle des tokens via des processus qui sont mis en place. Et donc, c'est comme ça qu'on a déterminé dès le départ la quantité. On est arrivé à un montant de 10 milliards de tokens à créer. Une fois qu'on a déterminé la quantité à créer, il fallait évidemment répartir selon différentes catégories le pourcentage à allouer selon les catégories qu'on avait prédéfinies. Et par rapport aux catégories que l'on avait prédéfinies, évidemment, il y a donc la partie de tokens qu'on allait vendre en private sale. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Nargis, en parlant de la partie private sale où on a d'abord vendu de façon pas publique, mais de façon avec des investisseurs privés, une quantité de tokens qui représentait, on va dire, 10% des 10 milliards. Donc, on a réussi à vendre en private sale une quantité de tokens qui représentait 10%. Ensuite, la deuxième catégorie, en fait, elle est, si vous voulez, segmentée en sous-catégories. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ce qu'on appelle la public sale. La public sale, c'est en fait tous les jetons que l'on va vendre pendant la phase de l'ICO. Donc, la première phase, c'est la phase private sale, où on a vendu 10% de la supply. La deuxième phase, c'est la phase ICO, où on va vendre grosso modo 14% des jetons, qui représentent 1,4 milliard. Et donc, dans cette deuxième phase, au départ, on avait segmenté, on va dire, 3 niveaux de vente. Un round 1, un round 2 et un round 3. Et par différentes analyses, notamment les analyses qu'on a eu à réaliser en fonction du bear market actuel, en fonction des conditions de marché, on a voulu, par la discrimination des prix, intégrer un maximum d'investisseurs pour pouvoir les intégrer. Donc aujourd'hui, on était parti sur des rounds, on avait déterminé 3 rounds et après analyse et réflexion en interne, on a poussé le nombre de rounds à 5 pour pouvoir intégrer, donc pour rendre le projet mainstream et pour pouvoir intégrer un maximum d'investisseurs
grâce à la discrimination des prix qui forcément touchait les différentes bourses. Donc ça, c'était la deuxième catégorie, on va dire, au niveau de la tokenomics. La troisième catégorie, c'était ce qu'on appelle la pool de liquidité. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous créez des tokens, à un moment donné, les gens vont acheter des tokens, etc. Lorsque ça va être émis sur le marché secondaire, à un moment donné, il faudrait que sur ce marché secondaire, qu'il puisse y avoir de la liquidité. Et cette liquidité, il faut que les porteurs de projets, donc les agences de papa, allouent un pourcentage de ce qu'on appelle pool de liquidité pour pouvoir mettre à disposition, on va dire, pour rendre, on va dire, le token liquide dès le départ. Et donc, il y a eu, par rapport à ça, 3% qui a été 3% en tout cas au niveau de la liquidité, pool de liquidité qui a été prévu. Et ça, c'était la troisième catégorie. La quatrième catégorie, évidemment, on voulait rendre ce projet totalement, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est que les investisseurs dans le projet Versity se sentent totalement intégrés. Et pour qu'ils se sentent totalement intégrés, rien de mieux que de prévoir un pourcentage beaucoup plus élevé par rapport aux incentives qu'on peut leur attribuer. Et donc, tout ce qui était community incentive, on a prévu 15% pour pouvoir développer le projet grâce aux utilisateurs qui allaient intégrer le projet. Ensuite, il y a eu une cinquième catégorie qui était donc par rapport à l'écosystème du projet. On a prévu 20% par rapport à cette catégorie. Et puis, il y a en ce qui concerne la réserve, donc c'est une provision que l'on met en fonction du projet dans le futur, premièrement, en fonction des aléas qui pourraient subvenir, qu'on ne connaît pas. Et aussi, il faut prévoir tout de même une réserve pour pouvoir s'assurer d'une certaine confiance par rapport à ce dont on veut faire dans le futur. Donc, il y a 20% qui a été prévu pour la réserve et le reste des pourcentages, c'était 10%, c'était pour les advisors et la team. Alors, évidemment, une fois que ces pourcentages ont été déterminés, il fallait par la suite, il suffit pas juste de créer comme ça des tokens et ensuite d'allouer des pourcentages selon les catégories bien déterminées. Il faut aussi tenir compte des réalités du marché. Et donc, pour pouvoir tenir compte des réalités du marché, notamment au niveau de la vente de ces tokens, il fallait qu'on puisse ajouter à cette vente, en tout cas à cette distribution de jetons, des conditions de ce qu'on appelle des conditions de lock-up et des conditions de lock-up et des conditions de vesting. Alors, pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi, je suis sûr qu'on a certainement un public avisé et bien crypto-adepte, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des conditions de vesting ou de lock-up, en quelques mots, le vesting, c'est la période période durant laquelle on va distribuer, on va dire, des jetons. Et cette période-là, elle vient juste après le lock-up. Le lock-up, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, j'achète des jetons City auprès de Versity. Au lieu de les recevoir directement, Versity va me dire, OK, tu as acheté, merci beaucoup. Par contre, pour éviter qu'il puisse y avoir, on va dire, des fluctuations sur le marché par rapport au token, on va t'imposer une période pendant laquelle tu ne pourras pas toucher à tes tokens, tu ne pourras pas les revendre tout de suite. Et c'est ce qu'on appelle la période de lock-up. Une fois qu'on a déterminé cette période de lock-up, on me dit en tant qu'investisseur, une fois que tu auras validé cette période de lock-up, il y aura une nouvelle période. Donc cette nouvelle période, c'est ce qu'on appelle le vesting. Et pendant cette nouvelle période, on va te libérer progressivement des jetons que tu pourras par la suite revendre, conserver, les mettre dans un processus de staking. En tout cas, tu es libre de faire ce dont tu veux, mais il y aura un pourcentage qui va être déterminé progressivement. Et donc ça, ce sont les conditions de lock-up et les conditions de vesting qui ont été mis en place pour pouvoir être en cohérence avec la total supply qu'on avait déterminée. Voilà.
Voilà un peu grosso modo le projet, on va dire, de la tokenomics par rapport à Versity. Donc il y a eu bien évidemment une étude qui a été faite pour déterminer les catégories des NFT Premium et les catégories des NFT Explorer en fonction de leur niveau de rareté. Et ensuite, il y a eu une deuxième analyse qui a été faite pour déterminer la total supply, déterminer les catégories, définir les pourcentages selon analyse, et enfin intégrer des conditions de lock-up et des conditions de vesting pour rester en cohérence avec le projet. Voilà un peu dans les grandes lignes, vraiment dans les grandes lignes, ce que je peux aujourd'hui expliquer au niveau de la tokenomics. Et bien évidemment, les détails se trouvent dans le white paper et dans des documents annexes qui sont fournis à ce projet. Merci beaucoup, Prince. Je pense que ça a été très, très clair. Je pense que ça répond beaucoup à beaucoup des questions qui ont été posées toutes les dernières semaines. C'est vraiment génial. Après, je vois qu'il y a plein de questions qui défilent. Je vais laisser Jérémy Weyman gérer les questions. Ouais, carrément. Alors, avant de poser les questions qu'on a eues sur le chat, donc c'est juste pour faire un petit rappel, si vous souhaitez poser votre question à l'oral directement, pas de souci, juste levez la main et comme ça, nous, on vous fera monter et comme ça, vous pourrez poser votre question directement à l'oral si c'est plus simple pour vous. Du coup, en attendant qu'il y en ait qui se désignent pour poser leurs questions, nous avons du coup des questions dans le chat. Donc, c'est des questions un peu plus générales. D'abord, donc on a d'abord le projet est français, mais à vocation de s'étendre à d'autres pays. Est-ce que le jeton et la supply resteront inchangés? Alors oui, le projet est français. C'est un projet qui n'est pas vraiment français. Il est français à la base, mais va s'étendre à l'international. Donc c'est vraiment un projet international. On est juste à la première étape du projet. Pour la partie tokenomie, je te laisse Prince préciser. Oui, alors pour confirmer ce que tu dis, effectivement, le projet est français parce que les agences de papa c'est une entreprise française. En revanche, la tokenomics a été pensée et réfléchie de sorte à évoluer de façon internationale. Donc la total supply ne changera pas parce que lorsqu'on a un projet blockchain et qu'on doit déterminer la total supply, tout dépend de la façon dont vous allez le faire. Nous, on est parti d'une quantité qui est fixe, qui est amenée progressivement à diminuer dans le temps en fonction du processus de burn qui a été mis en place. Mais pour confirmer, non, la total supply ne sera pas amenée à changer. Et le projet a été réfléchi de sorte à devenir plus tard un projet international. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, on a une deuxième question qui est un peu plus précise. Donc, c'est Sayaja qui nous demande quelle est la proportion en pourcentage des investisseurs français et étrangers? Ah, intéressant. Alors la proportion, alors ça c'est une réponse qu'aujourd'hui je ne pourrais pas vous donner à l'heure actuelle. Je n'ai pas la réponse à cette question malheureusement, mais on peut, si vous voulez, revenir plus tard avec plus de précision, parce qu'il faut savoir que donc au départ, donc lorsqu'on a établi la private sale, étant donné que c'était un projet français, la majorité des investisseurs étaient des investisseurs français. Malheureusement, je n'ai pas le pourcentage d'investisseurs étrangers qui ont investi à l'heure actuelle, mais c'est une information qui peut être transmise bien plus tard après comment dire, après le retour. Voilà. Effectivement, Prince a raison. Une grande majorité de nos investisseurs sont français.
Je n'ai pas les chiffres en tête, donc pour vous dire les chiffres précis, mais je pense, et si je me trompe pas, la tranche d'investissement étranger doit être autour des 30%. Mais ce n'est pas un chiffre précis, comme je dis, je les ai pas en tête, mais on reviendra vers vous avec une réponse plus précise sur Telegram. D'accord, merci Oui, beaucoup. et si je peux rajouter, il y a les investissements, enfin il y a l'investissement qui a été fait en private sale, et puis il y a toute la partie investissement donc en public sale qui est en cours. Aujourd'hui, on a validé le premier round qui était sold out. Il en reste 4 derrière. Donc pour avoir vraiment des précisions, il faudrait attendre la fin de l'ICO pour qu'on puisse faire des stats et renseigner avec précision le pourcentage d'investisseurs étrangers dans ce projet. Très bien, merci beaucoup pour les éléments de réponse. Du coup, dans la continuité, on a Cruchot qui nous demande, est-ce que les investisseurs français pourront avoir des NFT de pays étrangers et vice-versa? Est-ce que les investisseurs Est-ce que les investisseurs français pourraient avoir des NFT des pays étrangers? C'est bien ça la question? C'est ça, oui. Une fois que la plateforme sera internationale, oui, effectivement, une personne qui investit sur une parcelle, je vais dire n'importe quoi, un Français qui investit sur une parcelle américaine, oui, de principe, c'est possible. Si c'est ça la question. C'était bien ça, oui, merci. Oui, et pour reconfirmer ce que Nargis se dit, en fait, dès lors que vous avez acquis des cities, en fait, grâce à ces cities, vous pouvez acheter des NFT. Et aujourd'hui, vous pouvez être un utilisateur français, belge, luxembourgeois, anglais, posséder des cities et acheter des NFT. Il n'y aura pas de barrage, d'impossibilité à un investisseur français, en tout cas à tout possesseur de City, de pouvoir acheter un NFT américain ou autre. Donc, pas de barrage. Très bien, merci beaucoup. Du coup, prochaine question de Clickback. Vous visez quel objectif de supply à terme dans les 2 à 5 prochaines années? On vise quel objectif de supply dans les 2 à 5 prochaines années? C'est-à-dire? Clickback, est-ce que tu peux préciser s'il te plaît ta question? Ok, il est en train d'écrire. Du coup, on va passer à la prochaine question en attendant. Alors, Père Yannick qui nous dit « Bonjour, je voudrais savoir le prix ou une fourchette de prix pour les parcelles Premium et Explorer. » D'accord. Alors, pour la fourchette de prix, pour les Explorers, il faut savoir que le prix de base, donc c'est-à-dire avant la mise sur les enchères, sera aux alentours de 138 $. Aux alentours de 138 $, et c'est juste avant les enchères. En ce qui concerne les premiums, là par contre on ne va pas indiquer aujourd'hui à ce stade le pricing. Ça restera une surprise. Ça marche, du coup, une question de Monsieur Jules 23. Tous les autres pays que vous visez ont un équivalent de codes postaux pour pouvoir découper le NFT ou non? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu la question. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais. Alors, est-ce que tous les autres pays que l'on vise ont un équivalent de codes postaux pour pouvoir découper les NFT? Alors, il faut savoir que les codes postaux, les spécificités dans les autres pays sont bien différentes. En France, la spécificité des codes postaux, comme vous le savez, d'ailleurs, c'est un des pays européens qui a le plus de codes postaux par rapport à tous les autres pays européens. Et donc, par rapport aux autres pays, la façon dont on va découper les codes postaux ne sera pas de la même façon dont on a découpé par rapport à la France. Il y aura bien évidemment une étude qui va être réalisée parce qu'il faut tenir compte en fait de la répartition au niveau, par exemple, du cadastre, de la façon dont c'est entre guillemets géolocalisé, des superficies. En fait, il y a toute une étude qui est réalisée en amont
avant en fait de déterminer le NFT. Et donc pour les autres pays, pour tous les autres pays, il y aura une étude qui va être réalisée pour pouvoir déterminer le code postal de chaque pays, mais ce n'est pas de la même façon que pour la France. Ok, très clair. Merci beaucoup. Du coup, Clickback a pu préciser sa question concernant la supply. Du coup, c'était par rapport au système de burn. En fait, il voudrait quelques précisions sur le système de burn et du coup les objectifs de supply finaux à atteindre. Alors, par rapport au burn, donc je vais l'inviter à aller regarder le white paper, mais pour un peu expliquer. Ce qui a été rapidement pensé, c'est que on aura des objectifs de performance par rapport au chiffre d'affaires. Ces objectifs de performance, une fois qu'ils vont être atteints, sans rentrer dans les détails, une fois que ces objectifs seront atteints, si on superforme ces objectifs, la partie qui va être entre guillemets superformée, ce delta positif, va, si vous voulez, aller dans une espèce de pool de garantie qui va faire en sorte que lorsqu'on va sous-performer, on va utiliser cette pool de garantie pour compenser en fait la perte et burn. Mais ça, c'est de façon synthétisée. Ok, très bien, merci beaucoup. Du coup, on a Monsieur Jules, pardon, lui qui nous demande des précisions sur le pourcentage d'investisseurs, mais de la private sale, pardon, cette fois-ci, qui a eu lieu il y a un petit moment déjà, si on les a ou pas. On les a certainement. En ce qui concerne le pourcentage des investisseurs étrangers, c'est des données que l'on a, mais ce sont des données que malheureusement là actuellement je ne les ai pas. Mais ce sont des données qui peuvent être totalement transmises parce qu'elles sont transparentes, donc on peut les fournir par la suite. Mais ce sont des données que aujourd'hui là au moment où je vous parle, je ne les ai pas avec moi présentement. Ça marche, aucun problème, on les transmettra par la suite. Du coup, on a une autre question qui nous dit si j'achète un NFT avec des cities, où vont ces cities? Tous en reward projet ou en reward holder NFT ou etc. Pardon, si j'achète un NFT avec des cities, où vont ces cities? C'est ça, oui. Que deviennent les cities en gros qui ont permis l'achat du NFT? D'accord. Donc lorsque vous achetez en fait un NFT avec donc ça veut dire que déjà premièrement vous êtes possesseur de la crypto-monnaie. Donc vous avez un portefeuille numérique avec vos crypto-monnaies dedans. Lorsque vous achetez un NFT, donc vous allez transférer ce NFT vers un autre portefeuille, si vous voulez un portefeuille de recettes, si je peux me permettre, que détient évidemment Versity. Et en échange, donc il y aura vous transférez vos crypto-monnaies et on vous transfère votre NFT. Et donc les NFT qui sont transférés vont, on va dire, dans le Versity Income, si vous voulez, dans un portefeuille de Versity Income dédié pour le cas. Ok, très bien, merci beaucoup. Du coup, on a Clickback qui aimerait des précisions sur le burn et qui nous demande du coup si on a pour objectif de burn des pourcentages de chaque transaction que nous ferions dans la métaverse. Est-ce qu'on a pour objectif de burn chaque transaction que l'on a dans le métaverse? Non, la réponse est non. La réponse est non. Et par rapport au burn, alors encore une autre précision. La tokenomics a été réalisée, comme vous le savez, avec différents intervenants. Et pour la partie burn, on peut aussi revenir plus tard avec beaucoup plus de précision. C'est ce que j'avais, je pense, évoqué avec Nargis. Et donc, pour répondre à la question de façon bien précise, la réponse est non. On n'a pas pour ambition de burn chaque transaction par rapport. Enfin, si j'ai bien compris, c'est lorsque l'utilisateur fait une transaction, est-ce que au niveau de cette transaction, il y a un pourcentage qui est burn. C'est bien ça? C'est ça. Non, la réponse, sauf erreur, en tout cas, la réponse est non. Ok, très bien. Merci pour la précision. Du coup, il nous reste une dernière question à l'écrit. Si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent monter à l'oral pour poser leur question, n'hésitez pas à lever la main encore une fois. Du coup, nous allons passer à la question.
Du coup, c'était quelqu'un qui voudrait que tu réexpliques le principe du TGE et sur pourquoi aussi sur le round tout le monde n'a pas les mêmes avantages inconvénients. Si tu pouvais faire un petit récap là-dessus. Oui. Alors, donnez-moi juste 2 secondes. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Donc, le TGE, c'est quoi? C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que lorsque vous allez acheter des tokens, on vous applique 2 choses. On vous applique une politique de lock-up, c'est-à-dire là ce que j'avais expliqué tout à l'heure, où on vous dit pendant une certaine période, vous ne pourrez pas avoir vos tokens, vous ne pourrez pas les vendre, etc. Ensuite, on vous applique aussi une période de vesting, c'est-à-dire la période durant laquelle on va vous donner progressivement des tokens. Par contre, le TGE, c'est quoi? Le TGE, c'est de dire, vous avez acheté des tokens, on va quand même vous libérer un petit pourcentage, enfin en tout cas un pourcentage qui est calculé selon des analyses internes, parce que si aujourd'hui vous achetez des tokens, il faudrait quand même que vous puissiez voir qu'il y a quelque chose en retour. Et ce quelque chose en retour, ce pourcentage qui est calculé dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le TGE. Pourquoi c'est pas la même chose par rapport aux autres? C'est la même chose par rapport au prix. C'est-à-dire que les politiques de lock-up, de TGE et de vesting, c'est en fonction des primo-investisseurs. Si vous faites partie des gens qui sont les premiers à investir dans un projet, de règle générale, hein, que ce soit un projet crypto ou que ce soit un projet classique, c'est vous qui faites partie, c'est vous qui prenez les premiers le risque. Donc, la politique qui va être appliquée ne sera pas la même que celui ou l'investisseur qui va venir par la suite. C'est par rapport à ça qu'il y a, en fait, une différenciation au niveau, pas seulement du TGE, parce qu'en fait, c'est en lien avec les différentes catégories des investisseurs qui arrivent. Donc, il y a une différenciation au niveau du prix, il y a une différenciation au niveau des TGE et il y a une différenciation au niveau des lock-up et vesting en fonction de, on va dire, de l'ordre d'arrivée, d'une certaine façon. C'est par rapport à ça qu'il y a une différence de pourcentage. Pour par exemple préciser, celui qui a acheté, parce que le premier round par exemple il a été sold out. Dans le premier round, on a vendu, on va dire par rapport à la supply, on a vendu 1,5% de la supply. Par rapport au premier round, le minimum, en tout cas l'investisseur qui mettait le billet minimum, il mettait un billet minimum à 1 000 €. Par exemple, eh bien, celui-là qui mettait un billet minimum à 1 000 €, il va avoir un TGE de 10%. Par contre, il va avoir un lock-up qui va de 2 mois, c'est-à-dire qu'on va seulement lui bloquer ses tokens pendant 2 mois et il va avoir un vesting de 15 mois. Ça veut dire que pendant 15 mois, on va libérer ses tokens. Par contre, celui qui investit au dernier round où le minimum à acheter sera de 100 €, eh bien celui-là par exemple, il va avoir, donc le prix sera bien évidemment plus élevé. Donc le prix est plus élevé, mais le minimum à acheter est moins élevé par rapport au premier. Celui-là, il va avoir un TGE qui est de 50%. Pourquoi? Parce qu'il n'a acheté finalement si on part par rapport au min-buy, il a acheté avec un min-buy de 100. Donc, il va avoir un TGE de 50 et il n'aura pas de lock-up et il n'aura pas de vesting. Pourquoi? Parce que le minimum est beaucoup plus faible que le primo-investisseur qui a investi à 1 000 €. Il y a le tableau, si vous voulez, dans la tokenomics et vous pourrez voir, il y a ça n'a pas été réfléchi comme ça de façon aléatoire. Hein. Il y a une vraie logique derrière. Donc, plus vous mettez de l'argent, plus vous mettez des risques et plus vous aurez des conditions qui sont beaucoup plus avantageuses. Mais si vous êtes des retardataires et que vous venez par la suite, eh bien, on va corser certaines conditions. On corse certaines conditions, mais on va diminuer aussi le prix. Donc voilà, il y a un effet un effet de vase communicant en fonction des primos et des derniers arrivants. D'accord, ça marche. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, on a une prochaine question qui est plus orientée pour Nargis, je pense. Timmy qui nous demande, y a-t-il une date prévue pour le listing sur un sexe? Si oui, lesquelles? Alors, une date précise, non, il n'y a pas. Si vous regardez la roadmap, c'est prévu
en Q4. Maintenant pour les listings, on est en phase de négociation avec différentes plateformes, avec différents intervenants, et on n'a pas encore décidé des plateformes et les dates comme j'ai dit, ben c'est pour le Q4. On n'a malheureusement pas de date exacte tout de suite. Normalement, c'est à la fin du dernier round. Donc, le dernier round, qui est le round 5, il est prévu jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est prévu pour la fin d'octobre. Et ça peut évoluer, comme je disais tout à l'heure au tout début, et comme a bien expliqué Prince, ça évolue selon l'état du marché, ça évolue selon beaucoup d'autres critères. Et donc, c'est toujours dans l'intérêt du projet, dans l'intérêt des investisseurs et de la communauté. Il faut être un tout petit peu plus patient pour avoir des dates précises. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, il me semble qu'on n'a plus de questions ni dans le chat, ni à l'oral. Donc, si encore une fois, vous avez une question que vous souhaitez poser à l'oral, n'hésitez pas, levez la main. Et en attendant, du coup, nous n'avons plus de questions. Je pense que la commune c'était très très clair pour la commune, donc je pense qu'ils sont assez briefés là-dessus. Top. Top, top. Ah, nous avons Elvis qui souhaite. C'est bon, Elvis, tu peux activer ton micro et poser tes questions. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ma question portait beaucoup plus sur les NFT, sur les parcelles. Et je voulais savoir, est-ce que effectivement les parcelles ne seront vendues qu'en Versity ou pas? Ou alors vous allez les vendre avec d'autres cryptos, genre USDT et consorts? Les parcelles ne seront vendues qu'en City, qu'en token City, ou bien vous aurez d'autres monnaies de vente? Alors dans un premier temps, évidemment, le fait de créer un projet et en créant la monnaie. Donc dans un premier temps, la vente des City est conditionnée. La vente des NFT, par exemple, est conditionnée aussi à avoir des City. Pourquoi? Parce que déjà ça crédibilise le projet, ça donne de la valeur à nos NFT, et ensuite de ça donne aussi de la valeur une véritable utilité au City. Une des utilités du City, c'est justement, donc c'est un token, ce sera un jeton utilitaire, et une de ses utilités, c'est pouvoir acquérir des NFT. Ensuite, donc dans le marché secondaire, une fois que vous avez acquis vos NFT, vous pouvez évidemment les revendre, et la revente de ces NFT peuvent se faire dans d'autres crypto-monnaies. Ok, très bien. Ça veut dire vis-à-vis du site, vis-à-vis des agences de papa, on ne pourra acheter des NFT qu'avec des City en fait. Mais en ce qui concerne le marché parallèle, c'est autre chose. Oui, alors c'est-à-dire que les ventes de NFT se font via une marketplace, et Versity va créer une marketplace propre à elle pour pouvoir vendre ces NFT. Et donc la vente de ces NFT, pour pouvoir les avoir, il faudrait des City. Super, merci bien. Très bien, merci beaucoup pour les réponses et merci beaucoup pour les questions aussi. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser leurs questions à l'oral, n'hésitez pas. On vous fera monter, pareil, de la même manière. Ah, on a une question de Timmy en attendant dans le chat. Avez-vous un objectif sur la capitalisation boursière de City? Pardon, si tu peux répéter, est-ce que j'ai même pas entendu? Ah, pardon. Oui, donc c'est une question de Timmy qui nous demande: avez-vous un objectif sur la capitalisation boursière du City? Non, on n'a pas à ce stade
d'objectifs de capitalisation boursière du City. En tout cas, si j'entends bien la question, il y a un objectif à déterminer par rapport à la capitalisation boursière du City, non, mais un objectif en tout cas bien déterminé à vendre tous nos cities avec tous les différents rounds, oui. Et là, de toutes les façons, cette capitalisation entre guillemets boursière, elle sera déterminée bien plus tard. Donc les projections que l'on a aujourd'hui, c'est l'équivalent de 14% de tokens à vendre. Il y a une discrimination des prix qui part de 0,0045 $ jusqu'au prix du listing qui est de 0,15. Et donc, si on arrive à tout vendre, en tout cas au niveau de l'ICO, on aurait déjà réussi à lever les 10 millions, mais il n'y a pas d'objectif spécifique de capitalisation boursière à ce stade. Ok, ça marche, merci beaucoup. Du coup, en attendant les prochaines questions, s'il y en a d'autres, est-ce que tu pourrais faire un petit récap une petite présentation du système de stacking, s'il y en a un, s'il te plaît. On a eu la question la semaine dernière, je sais, elle a été répondue en anglais, mais pas en français. Alors... Alors, j'ai pas prévu de présentation, mais je peux plus ou moins expliquer rapidement de quoi il s'agirait. Donc, en gros, vous êtes détenteur de City et vous souhaitez participer à un processus de stacking. Comment ça va fonctionner? Donc, ce processus de stacking, ça veut dire que vous allez immobiliser les tokens que vous avez à disposition dans une pool de liquidité. Cette pool de liquidité, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent. Je vais essayer vraiment de schématiser pour pas perdre les gens. Donc, imaginez, il y a une piscine avec plein de monnaie à l'intérieur. Et du coup, votre but à vous, c'est de venir immobiliser votre argent dans une de ces piscines-là. Pourquoi vous le faites? Parce que vous immobilisez cet argent parce que il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées à venir vous emprunter cet argent. Et donc, ceux qui vont venir vous emprunter cet argent, en fait, ils vont emprunter cet argent et ils vont payer un intérêt par rapport à l'argent qu'ils ont prêté, qu'ils ont emprunté. Et du coup, vous qui avez mis cet argent dans cette piscine, eh bien, on vous dit, le fait d'avoir mis cet argent dans cette piscine pendant une période qui a été déterminée, eh bien, on va calculer un pourcentage qui vous sera rétribué à terme de cette période-là. Et cet argent va provenir d'où? Cet argent va provenir de l'intérêt qui est calculé, de l'intérêt emprunteur qui est calculé. C'est comme ça que ce mécanisme en fait de staking va fonctionner. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre des cities dans une pool de liquidité à une période qui est déterminée. Pendant cette période déterminée, à terme, on va vous rétribuer en LP token. Ces LP tokens qui sont considérés comme entre guillemets des intérêts, vous avez la possibilité soit de les retirer pour vous, d'en faire ce que vous voulez, soit à nouveau de les remettre dans la pool de liquidité pour encore générer d'autres intérêts. C'est le concept, on va dire, synthétique du staking. C'est immobiliser ces cities dans le but d'en obtenir des rewards par la suite après une période déterminée. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour cette précision-là. Du coup, en attendant, on a eu une autre question de Monsieur Jules qui nous demande s'il est possible d'en savoir plus sur les rémunérations des futurs builders de biens ou toujours pas. La rémunération des futurs builders, je n'ai pas la réponse à cette question malheureusement. On pourra revenir avec Monsieur Jules. J'ai entendu que c'était une question qui était déjà posée précédemment, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'était il faudrait qu'on revienne ou qu'on fasse une réponse bien claire parce que je n'ai pas la réponse à cette question et je ne savais pas qu'elle a été posée précédemment. Ok, ça marche pas, c'est sûr. Est-ce qu'il est possible de déjà noter toutes les questions qui ont été posées précédemment pour lesquelles on n'a pas les réponses
que l'on puisse par la suite revenir avec ces précisions ou alors communiquer sur ces précisions par la suite? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça nous a noté, on fera un petit communiqué là-dessus. Ok, très bien. Du coup, on a une question de Obic qui nous demande, pourra-t-on stacker les tokens lock? Est-ce qu'on pourra, donc si j'ai bien compris, est-ce qu'on pourra staker les tokens qui sont lock? C'est ça, ouais. Sauf erreur, la réponse est non. Ok, très bien, merci. Donc pour le moment, plus d'autres questions. Encore une fois, si vous souhaitez les poser à l'oral, aucun problème, juste levez la main. Et si vous en avez à l'écrit, n'hésitez pas non plus. Ok, on dirait que tout est clair pour le moment. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est bon signe. Je pense que Prince a été assez clair. Ok, très bien. Bah, je pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Je pense qu'on peut basculer sur la partie anglaise. Du coup. Ok, d'accord. Donc, dans quelques minutes, on se retrouve sur la partie en anglais. Merci à tous. Merci à vous d'avoir été présents, merci pour les questions, merci pour les réponses. Et on se retrouve du coup sur la partie anglaise. S'il y en a qui ont encore des questions qui leur viennent en tête, n'hésitez pas à venir les poser en anglais, on y répondra en anglais. Et voilà. Merci à vous. Merci à tous. À très bientôt.